Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Société. On va s'intéresser à une réforme dont on parle assez peu en ce moment et pourtant tout est en train de se faire ou presque dans les Yvelines, la réforme de la DDSP, autrement dit la Direction départementale de la sécurité publique, autrement dit la police, pour résumer. Ce lundi, en comité départemental technique, la restructuration a été adoptée. Elle ne fait pas que des heureux. Pour en parler en plateau, Loïc Travers, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le syndicat Alliance et puis Cédric Torres du syndicat UFAP-UNSA devrait nous rejoindre dans quelques instants. Je rappelle que nous avions aussi convié d'autres syndicats, tels que le syndicat des commissaires de police, la CGP Police FO, encore Synergie, à venir participer à cette discussion, mais ils n'étaient pas disponibles pour débattre. Alors avant d'évoquer cette restructuration, ce qu'elle implique surtout, une explication sur ce que sont les directions départementales de la sécurité publique. Elles ont été créées le 31 août 1993. Ces directions dépendent du ministère de l'Intérieur en relation constante avec les autres services de l'État que sont notamment la préfecture ou le tribunal de grande instance. Et le rôle de la direction départementale de la sécurité publique, c'est déterminer, proposer les orientations de sécurité adaptées aux réalités départementales et puis fixer évidemment les objectifs à atteindre. Alors le département des Yvelines est divisé en 4 districts qui se partagent 19 circonscriptions. Il y a le district de Versailles qui comprend les circonscriptions de sécurité publique de Versailles, la Celle-Saint-Cloud, Vélizy-Plaisir ou Fontenay-Fleury, le district d'Elancourt qui comprend les circonscriptions de sécurité publique d'Elancourt, de Trappes, Rambouillet et Guyancourt, le district de Mantes-la-Jolie et le district de Saint-Germain-en-Laye. Alors, il y a déjà eu une première étape dans cette restructuration de la police qui a été mise en place en septembre 2013. Est-ce que, Loïc Travers, pouvez nous expliquer d'ailleurs cette restructuration qui a été mise déjà en place, une première phase en septembre 2013 et puis une deuxième phase qui va donc voir le jour en septembre 2014 ? Tout à fait. Donc la première phase était essentiellement liée à des restructurations sur des entités départementales. Donc c'était à l'époque la BAC D, ce qu'on appelle la BAC D, la BAC départementale 78, qui a été complètement dissoute et l'ensemble de ces fonctionnaires ont été dissous dans différents services qui sont aujourd'hui soit dans des commissariats ou dans des agglomérations. Il y avait aussi la sûreté départementale qui a été réorganisée. Et enfin, il y avait la création de ce qu'on appelait les UJAP. Donc ce sont des unités judiciaires de paix de proximité qui traitent le petit judiciaire, donc des petits larcins, des petits vols. On se retrouve aussi sur des choses liées au délit routier. Voilà. Et donc la problématique, c'est que cette BAC-D dissoute, en fait, a donné, ou plutôt enlevé, de la souplesse, en fait, puisqu'elle était un peu spécialisée dans certaines missions. Alors pourquoi cette première restructuration a eu lieu ? C'était quand même pour revoir le maillage du territoire, pour renforcer certaines équipes ? Alors, revoir le maillage du territoire, c'était effectivement ce qui était officiellement annoncé. Après, l'acronyme BAC, je crois, fait peur à certains. Il ne faut pas se voiler la face. Et aujourd'hui, effectivement, à un moment, les BAC-D, il y a eu une volonté... Quand vous dites BAC, c'est brigade anticriminalité, voilà, pardon. Il y a eu une vraie volonté, en fait, de les dissoudre, et pas seulement sur le département 78. Il y a plein d'autres endroits en France où c'est le cas. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ça a surtout un petit peu enlevé un petit peu de souplesse. Voilà. Ils étaient spécialistes notamment du transfert de détenus particulièrement dangereux. Ils étaient très appréciés dans le cadre d'enquêtes de PJ pour des ouvertures de portes à 6 heures du matin. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont les effectifs locaux ou ces mêmes collègues qui ont été un petit peu saupoudrés dans différents services qui gèrent tout ça. Mais je crois la plus grosse déception que nous avons, ce sont les unités judiciaires de paix de proximité qui étaient censées être une révolution à l'époque. L'idée était pas mauvaise sur le papier, mais on sait aujourd'hui que les collègues sont asphyxiés sous les dossiers. De la proximité judiciaire, faire du petit judiciaire et pour répondre en fait à la population à travers un accueil, une écoute et un traitement rapide des procédures. Et c'est pas du tout le cas. On a des collègues qui croulent sous 160, 180 procédures individuelles et donc c'est au détriment des victimes, c'est au détriment en fait de la réponse judiciaire qui est susceptible d'être bien donnée rapidement. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on travaille dans l'urgence et c'est ça qui quelque part aujourd'hui pose problème. Je rappelle quand même les 4 principes directeurs de cette restructuration, c'est préserver le maillage territorial. Il n'y a aucun commissariat qui n'a été fermé et qui ne sera fermé. Il n'y a aucun commissariat qui a été fermé, c'est vrai. La priorité au terrain, resserrer la chaîne de commandement et puis créer des circonscriptions de taille suffisante. Alors d'après ce qu'on peut lire, notamment dans les rapports, le premier train de réforme est, dit-on, positif, puisque les interpellations, par exemple, progressaient de 40%.
plus 41% des auteurs ont été interpellés, 32% en augmentation d'affaires élucidées dans les affaires de cambriolage et de stupéfiants. Ça, c'est des chiffres qui sont bons. Oui, donc ça prouve que la première réforme était plutôt bien menée. Vous savez, les chiffres, on leur fait dire à peu près ce que l'on veut. Et moi, j'ai quand aussi on a plus 40%, c'est quand même plus 40%. D'autres types de chiffres, par exemple, je vais citer à Poissy, qui est touché de plein fouet par cette réforme. La brigade de sûreté urbaine, la BSU, donc, qui gère de grosses enquêtes judiciaires, a un taux d'élucidation sur l'année 2013 de près de 58%, et pourtant on va la réformer. Donc on a là l'exemple type d'un système qui fonctionne très bien, qui est très bien rodé, avec des gens très motivés, et on est en train de casser le système. Alors, voilà. C'est-à-dire que sur le terrain, ces bons résultats, on les constate ou pas? Pas partout. Pas partout. Il y a des endroits où les cambriolages ont explosé. On a des explosions aussi de chiffres en matière de délinquance contre les personnes. Et ça, c'est un véritable problème. Et quand effectivement on se borne à mutualiser des services ou à simplement ne pas les renforcer, eh bien, on déserte la voie publique, et à un moment, ça devient dangereux pour les concitoyens. Mais le fait que, par exemple, tous les commissariats soient conservés, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, sur le papier, c'est une bonne nouvelle, mais il faut y voir plus loin les choses. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des petites structures comme la Selle Saint-Cloud, comme Marly-le-Roi, comme Vélizy, je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont effectivement ils sont complètement asphyxiés en termes d'effectifs. Il n'y en a pas assez, d'accord, pour tourner. Donc l'idée, effectivement, dans ces endroits, dans ces petites structures, de les aider et pourquoi pas de les réformer, on n'y est pas tout à fait contre, d'accord. C'est pas une opposition de principe comme ça, mais c'est simplement qu'on considère que ça va beaucoup trop vite, et qu'il y a des endroits où on va mettre les collègues en difficulté. Je vais par exemple citer le cas de Trappes, qui est susceptible de recevoir l'ensemble des effectifs de la BSU, donc de la brigade de sûreté urbaine d'Elancourt, de Trappes et de Guyancourt. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va les mettre, ces gens. Et donc le projet, alors que la mise en place est prévue pour septembre, c'est de supprimer une salle de repos, ainsi que la salle de sport des collègues. Et ça, on ne peut pas le tolérer quand on est délégué syndical, c'est impossible. Et d'ailleurs, je regrette, et j'aurais bien aimé entendre les argumentaires de mes collègues d'unité police sur ce sujet. Qu'on comprenne. Donc ça, c'était la première vague de réforme. La deuxième vague, elle devrait être mise en place en septembre 2014, puisque ça a été voté hier en comité technique départemental. Donc au lieu de 19 circonscriptions de sécurité, il n'y en aura plus que 9. Tout à fait. Et ça veut dire que donc, forcément, tout sera un peu plus resserré. Donc on se dit que c'est plutôt positif. L'idée, en fait, de trois pôles, puisqu'on va les appeler comme ça, il y a un pôle, on va dire, pilotage, RH, support. Il faut quand même savoir que sur le dernier comité technique qui donc s'est déroulé hier, nous avons voté pour cette chose. C'est-à-dire qu'il y avait 4 grands sujets, nous avons voté 2 sujets qui ne concernent qu'effectivement 15% des effectifs, mais nous avons voté pour des choses qui paraissaient logiques. Par contre, sur la répartition liée aux collègues qui sont sur la voie publique ou qui gèrent a priori les enquêtes judiciaires, là on n'est pas d'accord sur l'actuelle Pour résumer, pour vision. ceux qui ne savent pas, donc il y aura finalement 3 pôles. Un pôle pilotage que vous avez dit, analyse opérationnelle, ressources humaines, moyens. Un pôle voie publique. Tout à fait. Et puis un pôle enquête. Tout à fait. Et là, c'est sûr... Ce pôle que vous dites pilotage vous convient. Par contre, sur le pôle voie publique et pôle enquête, vous dites non, ça ne va pas. En fait, simplement on se dit que du coup, tous les moyens seront vraiment ressortis sur un pôle. Pour comprendre, au niveau des UJAP, il y en aura à peu près partout. D'accord ? Donc ça veut dire que pour les petites choses judiciaires, il n'y aura pas de souci. Par contre, à partir du moment où on va aller chercher des enquêtes complexes ou avec des résultats qui demandent beaucoup d'investigation. À partir du moment où on aura des infractions graves, style des cambriolages avec une multitude de personnes concernées, des agressions sexuelles, ce genre de choses, eh bien, ça nécessite d'être traité par la brigade de sûreté urbaine. Donc, un service d'enquête adapté avec des spécialistes. Et ça, il n'y en aura pas partout. Il n'y en aura pas partout. Il n'y en aura pas partout. Mais ce sera plus donc ça veut dire que, par exemple, il y a des gens de Guyancourt qui devront se déplacer à Trappes pour leur dépôt de plainte, pour le suivi de la procédure, pour une confrontation. Donc ça veut dire qu'à un moment, le service public rendu, on ne s'y retrouve pas. Par exemple, sur le district d'Elancourt, qui couvre 3 circonscriptions de police, Trappes, Elancourt et Guyancourt. Je rappelle, ce n'est pas les villes, c'est des circonscriptions. Oui. Dans ces circonscriptions, il y a également des villes, mais dans ces 3 circonscriptions, comment ça va se passer demain, l'organisation ? Qu'est-ce que, par exemple, le commissariat de Trappes aura comme... Le commissariat de Trappes va garder en fait le support de la brigade de sûreté urbaine qui correspond au gros judiciaire, d'accord, avec des unités de jour et de nuit, d'accord. Mais par exemple, les brigades de nuit seront pilotées depuis Elancourt, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas contrairement à avant, une espèce d'équité dans les services présents localement. Et on craint
en fonction des services qui seront affectés dans tel ou tel endroit, eh bien que par exemple, il y ait des délais d'intervention parfois plus longs. Parce que en fait, la circonscription à couvrir, ou en tout cas le territoire à couvrir, sera le même qu'avant. Et je vais donner un exemple très simple, en fait, qui est typique d'une mutualisation. Quand vous avez une brigade A à 10 personnes, une brigade B à 10 personnes, vous les réunissez, ça fait 20 personnes sur ce même territoire à couvrir. Mais il faut savoir que la mutualisation va consister à en retirer 5 ou 6 qui vont être redispatchés ailleurs parce que justement, on n'a plus d'effectifs qui arrivent sur le département 78. Donc les 20 se transforment en 15 pour le même territoire. Donc là, je demande simplement si, à travers ce constat, les concitoyens vont s'y retrouver en termes de couverture. Alors, ce que vous dites, c'est que derrière ce principe de mutualisation des moyens, qui peut sembler assez logique finalement, d'avoir un grand pôle enquête ou un grand pôle voie publique, c'est quand même mieux que d'avoir des petits pôles. Vous vous dites, c'est aussi en fait, une on façon pallie de à une problématique. On pallie à une problématique qui est celle de la non-arrivée en masse des fonctionnaires de police. Alors, sur le 78, mais c'est aussi vrai sur les départements voisins et sur la grande couronne parisienne. Mais est-ce que les Yvelines est un département qui fait un peu office d'avant-gardiste en matière de réforme ? Et monsieur le directeur départemental, je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas non plus un représentant de la DDSP ou de la préfecture pour nous expliquer le bien fondé de cette réforme. Ça aurait été extrêmement intéressant de pouvoir débattre avec eux. Mais c'est évident qu'on peut parler de département pilote et que notre seule crainte aujourd'hui, c'est de voir cette restructuration s'étendre aux départements voisins, et notamment en ce qui me concerne le 77, le 95 et le 91. Voilà, on a une vraie peur en fait, que ça serve de modèle, alors même que l'on avait enrayé un début de problématique à Palaiseau dans l'Essonne et à Beson, où d'ailleurs nous avions été soutenus par le maire, et on était même dans une intersyndicale, ce qui mérite d'être souligné. Et dans les Yvelines, comment justement ont réagi les élus ? Parce que vous avez été Alors par les élus, maires, c'est divers et varié. Voilà, mais il y a de toutes tendances. Nous en avons communiqué beaucoup. Il y en a que je remercie d'ailleurs au passage pour leur soutien, à la fois dans la presse, à la fois dans nos actions, à la fois par les courriers qu'ils ont pu adresser dans les commissariats. Donc je ne veux pas faire de politique, donc je ne veux pas les citer. Par contre, nous avons été très surpris du sommeil de certains, et je me demande comment ils vont se réveiller à la veille de leurs principales échéances électorales à venir, notamment pour ceux qui sont députés ou sénateurs. J'imagine qu'à ce moment-là, ils crieront au loup d'un manque d'effectifs sur leur circonscription, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc ces rapprochements-là, vous ne les comprenez pas ? Non. Dans le maillage, on ne les comprend pas pour les services de voie publique et pour certains types d'entités judiciaires, notamment ceux qui vont gérer des enquêtes, on va dire, d'un certain standing et qui méritent des investigations lourdes. Et là où on a affaire à des gens expérimentés, non, on ne comprend pas, absolument pas la façon dont ça a été acté. Alors j'ai dit tout à l'heure que tous les commissariats de département allaient être conservés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais vous me dites que ça dépend ce qu'on met dans les commissariats. Oui. Ça veut dire que pour vous, certains pourraient devenir de simples postes de police, par exemple ? Exactement. C'est-à-dire que nous, notre crainte aujourd'hui, c'est qu'on est en fait dans quelque part une période de transition où on a rassuré tout le monde, à la fois les concitoyens, à la fois les élus qui sont à la tête des villes. Pour le coup, nous savons, puisque ça s'est déjà passé par le passé, que le fait d'appauvrir un commissariat est quelque chose de symbolique quand il n'y a plus de commissaire à la tête d'un commissariat de police. Moi, j'appelle plus ça un commissariat. Voilà. Alors après, chacun se fait sa propre idée. Mais c'est une vraie problématique. Mais pour le concitoyen, à votre avis, qu'est-ce que ça change ? Le concitoyen, ce qu'il veut, c'est de la proximité. Qu'il ait un commissaire dans son commissariat ou un. Ce qu'il a envie, quelqu'un qui est à Elancourt, s'il est concerné par une procédure judiciaire, il n'a pas envie d'aller à Trappes, il n'a pas envie d'aller à Guyancourt. Alors vous allez me dire, il faut changer les habitudes, etc. Peut-être, mais. Vous allez vous dire que c'est pas très loin en somme. C'est pas très loin, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué. C'est le cas de Poissy, par exemple, et de Conflans-Sainte-Honorine, voilà, où tout va être regroupé sur Conflans, et seulement certains groupes vont être conservés à Poissy. Voilà. Il y a des endroits où, eu égard à la démographie et à l'étendue du territoire, je suis très inquiet pour les collègues qui sont restés dans ces services-là et qui vont devoir gérer le quotidien maintenant. Et pour vous, le but, c'était quoi ? De réduire les moyens de personnel ? Oui, c'est compliqué aujourd'hui en fait, la problématique, c'est que il y a une règle, il y a des règles qui s'appliquent dans le cadre de la réforme générale des politiques publiques qui avait été mise en place sous l'ancien gouvernement en 2007 et qui se poursuit depuis le 18 décembre 2012. Un fonctionnaire qui part à la retraite, on le remplace pas. Par exemple. Par exemple. Mais c'est d'une façon générale, en fait, la RGPP a été remplacée par la modernisation de l'action publique, ce qu'on appelle communément la MAP. Et dedans, en fait, il y a un recueil de textes et d'audits qui n'ont pour seul but, c'est dire
à un certain nombre d'entités en fait étatiques, donc dont la police nationale, eh bien comment on doit faire autant, voire plus, avec moins de moyens financiers, moins de moyens humains et moins d'effectifs. C'est simplement ça, la modernisation de l'action publique. Et aujourd'hui, ça nous touche de plein fouet. Alors, y compris pour une mission dite régalienne, et parmi celles qui comptent le plus, avec notamment l'éducation nationale et la justice. Alors, est-ce que la police a assez de moyens pour fonctionner? C'est la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. On écoute les réponses des habitants. Ce sont des gens qui travaillent dans des conditions assez difficiles. On ne leur donne pas les moyens de travailler et puis ils passent leur temps à faire de la paperasse, ce qui n'est pas normal, au lieu de faire des enquêtes sur le terrain. Ouais, on les voit pas mal souvent, hein, ils traînent. Peut-être qu'il y aurait besoin d'un peu plus de présence, c'est possible. Par les temps qui courent, il n'y a pas un seul service qui a un peu plus de moyens qu'avant. Ils sont tous logés à la même enseigne. Ils ont ce qu'ils ont et ils font avec. Mais ceci dit, je ne pense pas que ce soit le top, non. Oui, moi je pense que ça va, oui. Bon, on peut penser que la police manque de moyens comme les autres services publics. Alors manque un peu de moyens. Parce que le commissariat est toujours fermé le soir, ici. Donc au cas où c'est des problèmes le soir, ils appellent le commissariat de Saint-Cyr ou de Versailles. Ça prend du temps pour qu'ils arrivent au final. C'est tout, sinon les moyens, je pense qu'ils sont restreints un peu cette année. Voilà, alors il y a ce jeune homme qui dit que le commissariat de sa commune est toujours fermé le soir. Donc il y a déjà des commissariats qui n'ont pas tout à fait le même mode de fonctionnement que d'autres. Tout à fait. Après, il y a des réponses très simples. J'ai donné un exemple que tout le monde va comprendre. Quand les budgets sont tombés pour la transition 2013-2014, c'est l'équivalent de 20 véhicules qui ont été supprimés sur le département des Yvelines. C'est colossal quand on sait qu'il y a 19 circonscriptions à la base. Voilà. Et puis, d'autre part, on a un phénomène aussi qui est lié au côté extrêmement judiciaire en fait, de l'ensemble des procédures que nous traitons. Et elles sont, si vous voulez, de plus en plus difficiles à absorber d'un point de vue administratif. Et on le voit bien là avec la réforme à venir de Mme Taubira, c'est-à-dire qu'il y a des lourdeurs administratives, il y a de plus en plus de place qui est laissée aux mises en cause et peu à la victime. Et tout ça, eh bien, ça doit être verrouillé et c'est extrêmement difficile. Donc c'est autant de temps qui ne sont pas passés en termes de prévention aux côtés des concitoyens dans la rue. Alors, la réforme pénale, on aurait bien aimé en discuter avec Cédric Torres du syndicat UFAP, UNSA, du syndicat pénitentiaire, mais malheureusement, il n'a pas pu arriver à temps pour cette émission. Alors là, je l'ai dit, la deuxième vague de réforme a été adoptée en conseil technique départemental donc lundi. Vous avez voté sur certains points oui, d'autres points non. Elle va donc s'appliquer, cette réforme, en septembre. Tout à fait. Il y a une majorité qui s'est dégagée de ce comité technique départemental. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour votre syndicat? L'idée, ça va être d'accompagner au mieux l'ensemble de nos collègues. Et puis, j'imagine que dans beaucoup de services, en fait, on va sans doute être confronté à de nombreux problèmes parce que, par exemple, on ne sait pas comment vont être rédigés les arrêtés d'affectation de nos collègues. Alors, c'est peut-être un petit peu du nombrilisme, mais ça, c'est important. Il faut les rassurer si on fait une réforme. Surtout que nous, on a cette manie en fait de devoir se plier à une multitude de réformes. C'est-à-dire que là, pour l'instant, certains de vos collègues ne savent pas où ils seront affectés en septembre. Il y a effectivement des interrogations parce qu'il va y avoir un système d'appel d'offres pour en fait faire en sorte que des postes soient comblés, etc. Donc là, il y a un vrai travail d'un point de vue de la RH qui va se dérouler dans les jours à venir, mais aussi d'un point de vue organisationnel pour faire en sorte en fait, que tous ces déménagements se fassent du mieux possible. Donc ça veut dire qu'on va l'accompagner puisqu'on est forcé et contraint de le faire. Et vous, au niveau du syndicat Alliance, vous êtes forcé et contraint puisque ça a été voté, est-ce que vous allez lancer d'autres actions, d'autres mouvements? Ah oui, bien sûr. Ouais. Notre but depuis la première phase de restructuration, ça va être déjà systématiquement de dénoncer les inepties. Et donc, j'espère qu'à Trappes, on va trouver des solutions, parce que si effectivement cela se fait au 1er septembre, alors même que mes collègues n'auront plus de salle de repos ou n'auront plus de salle pour faire du sport, quand on sait l'importance que revêt le sport dans notre profession et le fait qu'on doit être en bonne santé, y compris jusqu'à l'âge de la retraite pour courir après les voleurs, je pense très sincèrement qu'effectivement, on va forcément être amené de nouveau à mener des actions s'il le faut et si ça ne se fait pas dans la concertation, puisque ça a été quand même ça difficile aussi d'avoir des informations par le biais de la direction départementale de la sécurité publique. Et le directeur a quand même donné un produit fini, ficelé, qu'on n'a quasiment pas pu discuter, malgré ce qu'il peut dire. Voilà. Et je pense Quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans les commissariats? Vous parlez de Trappes notamment.
Il y a des... C'est de l'inquiétude parce que certains savent qu'ils ne vont pas être touchés et c'est en fait tous ceux qui, à un moment, vous savez, quand vous sortez d'école ou que vous avez choisi une circonscription, c'est pas pour aller bosser sur celle d'à côté. Il y a une vraie logique par rapport à ça parce qu'il y a un équilibre Après, quand familial, vous êtes policier, etc. vous avez le sens du service public aussi. Oui, bien sûr. Et les collègues ont le sens du service public et de l'abnégation parce que, je veux dire, vu le nombre de réformes, on ne peut pas dire que les policiers ne s'adaptent pas. Avec le numéro d'identification porté sur la tenue, les dénonciations sur la plateforme IGPN, la réforme de la garde à vue à venir, les différentes mesures stigmatisantes qu'on a pu voir mises en place dans le dernier code de déontologie et les réformes structurelles et opérationnelles locales, je pense que l'adaptation, elle est au quotidien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est pas une vue de l'esprit que de dire voilà, on est devenu fou et on lutte contre tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, il y a des choses qui se font dans la précipitation et qui sont pas logiques. Et je pense qu'on n'a pas bien tiré les enseignements de la première phase de restructuration, notamment sur les unités judiciaires d'appui de proximité, qui en plus, dans le cadre de la phase 2, sont censées se développer encore plus. Donc à suivre, à suivre. Merci en tout cas Loïc Travers d'être venu apporter votre éclairage sur cette réforme, je vais dire, de la police, pour résumer, qui devrait se mettre en place dans les Yvelines en septembre prochain. Merci à vous. Ce 7-8 Société est maintenant terminé. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous.